passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui pose ses micros à Paris pour plusieurs épisodes. Ouais, Jonathan, c'est important? Je te rappelle dans 1 heure? À toutes. Comédienne, danseuse, metteuse en scène, mais aussi pédagogue, elle aime les masques, les perruques et le body painting, mais elle aime surtout rire en travaillant. Au théâtre, elle a incarné Louis II de Bavière, Yves Saint-Laurent, Staline, mais aussi Jacques Demy, nu sous un manteau de fourrure. En dansant, elle mange du papier ou déclame des pages de texte sur le bitume, sous le froid et la neige. Elle dit avoir choisi ce métier en paraphrasant Nietzsche parce que l'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité. Très fidèle dans ses collaborations, Marlène Saldana n'aime pas s'ennuyer. Et c'est entre 2 dates de tournée, chez elle à Paris, qu'elle a accepté de répondre à mes questions. Alors, mesdames, qu'est-ce qu'il faut dire? Marlène Saldana, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous pour le Beau Bizarre. Alors pour démarrer notre discussion, j'aimerais partir d'un extrait, si vous voulez bien. I say to actors, don't play the character. Je dis souvent aux acteurs, ne jouez pas le personnage. I say, what else can I play? Alors ils disent, mais qu'est-ce que je peux jouer d'autre? And I say, well, why do you want to play the character? Alors je dis, mais pourquoi voulez-vous jouer le personnage? And they say, if they're nice, Et ils disent, quand ils sont aimables, it's such a nice character. mais le personnage est si And I said- bien et si, I said, yes, I si wrote fort. it. Et Édouard répond, bien sûr, je l'ai écrit. But I didn't notice I was writing it. Mais j'avais pas remarqué que je l'écrivais. I was dealing with a situation. Je me battais avec une situation. And if you want to play the character, you must deal with the situation. Et si vous first. voulez jouer le personnage, c'est d'abord la situation que vous devez aborder. Drama is really about acting. Vraiment, s'il y a une chose centrale pour l'art dramatique, c'est l'acteur. Yeah, it's very limited what a text can do. Le théâtre peut vraiment faire un nombre limité de choses. Yeah, it is strange how C'est little étrange à quel point, a text à can quel do. point And un texte peut faire peu de choses finalement. people, say to me, well, why does my character do this? Les or gens why me does that demandent happen? souvent pourquoi le personnage fait-il telle chose, pourquoi cet événement survient-il. And I have to say, well, I've no idea. Et je suis forcé de répondre, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. The only idea I have is I'm trying to set up a situation which is very critical. La seule idée que j'ai, c'est que je crée une situation qui est critique. So the art of writing and of directing Donc l'art de l'écrivain, mais aussi du metteur en scène, is not to provide the actor with opportunities. ce n'est pas de donner des occasions aux acteurs, aux comédiens, It is to trap the actor. c'est de piéger Yeah. les Because you comédiens. say, Vous avez reconnu cette voix? J'ai reconnu que c'était Édouard Bond et Jérôme Hankins. Bravo. C'est ça, non? Bravo. Alors oui, l'extrait est un montage d'un à voix nue avec Édouard Bond, le metteur en scène britannique. Et si j'ai voulu vous faire entendre cet extrait, c'est pour revenir un peu à vos débuts et surtout à ce qui a été déterminant pour vous. Je crois que vous avez d'abord fait des études d'archéologie préhistorique. Bon, il faudra nous expliquer ça. D'anthropologie. Alors, d'anthropologie préhistorique, même ça, il faudra nous la raconter. Une fois que vous avez compris que vous n'allez peut-être pas passer votre vie à chercher des os de dinosaures au fin fond de l'Arizona, vous vous êtes dit, bon tiens, pourquoi pas l'académie équestre, par Tabas n'étant pas loin, alors pourquoi pas, et puis finalement non. Et puis un jour, un stage avec Édouard Bond, et voilà la lumière. Vous nous racontez ces débuts-là et ce qui a été pour vous un déclic ? Alors, oui, j'ai fait, entre autres, de l'anthropologie préhistorique. En fait, parce que j'étais à la fac. Enfin, j'étais en fac d'art du spectacle, je tiens quand même à le dire. Je suis pas non plus... Je savais déjà un peu ce que je voulais faire. Et je m'ennuyais beaucoup à la fac d'art du spectacle. Et du coup, j'avais pris, comme on disait à l'époque, car je suis vieille, une dominante 2 anthropologie.
qui était très intéressante. Et puis en 2e ou 3e année, je sais plus, fallait se spécialiser. Et il y avait plus de place où je voulais aller moi, c'est-à-dire en anthropologie et cinéma, évidemment, qui était le plus demandé. Et je me suis retrouvée en anthropologie préhistorique. Et en fait, c'était assez intéressant. Moi, j'aimais bien ça, mais la prof, elle m'appelait l'art du spectacle. Et elle me prenait pas du tout au sérieux, et du coup, elle me donnait les trucs les plus débiles à faire, enfin vraiment. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, elle doit avoir raison, ça doit pas être ça, quoi. Et puis voilà, et puis j'ai eu la chance grâce à une dame qui travaillait au Théâtre des Célestins à l'époque, de découvrir une école qui s'appelait, car elle n'existe plus, la Seine-sur-Saône, qui ouvrait à Lyon. C'est Jean-Pierre Bacry, notamment, qui ouvrait cette école. En fait, à Lyon, moi, quand j'avais 18 ans, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait pas encore l'ENSAT, il n'y avait plus de conservatoire, il y avait rien pour faire du théâtre gratuitement, enfin, pour les gens qui n'avaient pas les moyens de payer des cours privés. Et ce truc a ouvert, et puis voilà, et ça a été super, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et ensuite, oui, alors à un moment, plus tard, parce que c'est une école où la professeure qui s'appelait Salvadora Parras était dingue d'Édouard Bond, et donc nous a fait découvrir ce dramaturge que moi je connaissais pas. Et puis, quelques années plus tard, je tombe sur une annonce de stage avec Édouard Bond. Donc je me dis, bon, allez, je le tente, quoi. Et il y avait en fait une audition, carrément. Enfin, moi, je pensais pas qu'ils vont passer des auditions pour faire des stages. J'ai appris depuis que si. Et donc, il y avait je sais pas combien de gens. Enfin, c'était pas possible. Et j'ai été reçue. Donc déjà, j'étais hystérique parce que je m'y attendais pas du tout. Et ensuite, j'ai fait ce stage qui a duré un peu plus d'1 mois, je dirais, à l'Arta, à la cartoucherie. Et là, c'était dément, quoi. J'ai vraiment ce bonhomme, il m'a changé la vie, très clairement. Parce c'est tellement sinistre ce qu'il écrit, et en même temps, il est tellement drôle, ce mec. Enfin, drôle. Il est drôle, mélancolique, tragique, pathétique. Enfin, vraiment, c'est un homme extraordinaire. Il nous disait exactement ce qu'il y a dans l'extrait que vous avez passé. C'est-à-dire qu'il fallait jouer la situation. Donc, tout son truc, c'était, par exemple, on a passé 15 jours à... peut-être même plus. Il se demandait comment Gloucester, le personnage dans Le Roi Lear, qui se fait arracher les yeux, sort de scène. Voilà. On a fait ça pendant hyper longtemps. Et en fait, c'est génial parce que c'est vrai que tu dis, c'est vrai que le mec qui vient de se faire arracher les yeux, comment il sort de... Mais en fait, ça s'appelait, je crois que ce stage s'appelait Jouer l'objet invisible. C'est-à-dire ce qui n'était pas écrit. On a travaillé aussi sur... je crois que c'était Electre, je vais pas dire de conneries. Oui, c'était Electre, Oreste, tout ça, d'Euripide. Et donc, pareil, il nous faisait faire le meurtre de Clytemnestre. Il aimait beaucoup qu'on tue des bébés en les jetant sur les murs. Enfin voilà, c'est vraiment ce truc-là de se mettre dans cette situation-là, extrême, et de comment tu t'en sors, en fait, comme acteur. Et c'est vrai que les histoires de personnages, moi, ça m'a jamais trop intéressé, ça. Mais lui, il m'a complètement... comment dire désinhibé. Enfin, non, pas désinhibé. Décomplexé, voilà, par rapport à ça. Parce que c'est vrai que souvent... moi, j'ai fait A3 en plus, donc j'ai commencé à faire le théâtre au lycée, que j'étais en seconde. Et bon, les profs sont peut-être pas les meilleurs de la planète, donc on te dit, bah voilà, Phèdre, faut jouer comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Donc très vite, tu te dis, merde, comment je vais arriver à faire le truc qu'il faut faire ? Et Édouard Bond, tout de suite, nous disait quelque chose qui me paraît maintenant tellement évident, en disant, mais évidemment qu'il n'y a pas une manière de jouer tel... personnage ou un autre, c'est pas un gros mot du tout, personnage, mais c'est juste que ça veut rien dire, enfin ça veut pas dire ce qu'on croit que ça veut dire. Et donc c'est vrai que ça m'a complètement changé toute ma vision du théâtre, même parfois je pouvais trouver ça chiant en fait, le théâtre, et lui il rend ça tellement passionnant que tu dis, mais en fait, c'est ça que je vais faire toute ma vie, c'est trop bien, quoi, je vais jamais m'emmerder, puisque ça change tout le temps, puisque ça dépend de comment tu t'es levé, quel jour on est, qu'est-ce qui se passe dans le monde, donc c'est vrai que c'est tout le temps, ça change tout le temps, en fait. Et puis vos débuts à la scène, vous les faites avec le metteur en scène Yves-Noël Génaud, à qui j'ai demandé de vous poser une question qu'il n'aurait peut-être jamais osé vous poser. J'ai peur. Et il m'a répondu simplement ceci. Ce que je préfère, c'est en savoir le moins possible sur les gens avec qui je travaille. C'est ce que j'ai tenté aussi avec Marlène, en posant pas de questions et en oubliant ce que je savais. Surtout elle, qui révèle au-delà de ce qu'on attend, bien au-delà. Je n'ai donc pas de questions, mais ma très grande amitié à partager encore avec elle. C'était comment votre rencontre avec le travail d'Yves-Noël Génaud ?
Oh là! Alors, c'était une rencontre foudroyante puisque, en fait, moi, je connaissais pas du tout. En fait, je suis arrivée à Paris vraiment ne connaissant rien du théâtre contemporain, de la performance, tout ça. Alors vraiment, j'étais ignarde sur la question. Et il y avait des stages l'été au labo d'Aubervilliers à l'époque. Et donc, on était obligés de faire... C'était 2 artistes et t'étais obligés de faire les 2 stages. Et il y avait Gwenaël Morin, que moi, je connaissais de Lyon. J'avais fait un spectacle avec lui quand j'avais 16 ans. Donc, j'ai vu Gwenaël Morin, je me suis dit « Ah, super !» et tout. Et l'autre, c'était Yves Noël. Et donc, j'ai été prise pour faire ce stage. Et donc, j'ai fait Gwenaël. Et puis, Yves Noël. Et on avait fait une petite présentation... avec Gwenaël, c'était un travail sur Bajazet, je crois. Mais alors, pas sûr, hein. À vérifier. Il me semble que c'était Bajazet. Et Yves Noël, il a commencé le stage en disant « Toi, on fera ce que tu veux parce que t'es génial. » Alors moi, je me suis dit « Oh là là, c'est horrible de dire ça, il se fout de ma gueule et tout, bon, évidemment. » Puis bon, Yves Noël, c'est Yves Noël, c'est-à-dire ce grand mec blond, platine, habillé en Dior, qui très vite enlève tous ses vêtements. Bon, au début, tu te dis, ah ouais, quel drôle de type, quoi. Et puis, c'était super, ce qu'on a fait pendant 4 jours. Enfin, moi, ça m'a bien fait rigoler. Et donc, il m'a demandé si je voulais faire sa pièce à la Ménagerie de Verre. Et évidemment, j'ai dit oui. Et puis, ça a commencé comme ça. Et puis, je sais plus combien on a fait de spectacles, mais je dirais une 15aine. Et avec Yves Noël, j'ai rencontré aussi Thomas, Simeka, Jonathan Capdevielle, Julien Gallet-Ferré, enfin toute cette bande en fait, qui était... c'était génial de bosser ensemble. On a surtout beaucoup ri en fait. Ça, c'est le truc qui, pour moi, maintenant, est presque la chose la plus importante en fait, dans le travail. Parce on s'est tellement amusé, quoi. On s'est tellement amusé, on a tellement ri que j'ai du mal à revenir en arrière. C'est comme si j'étais passée de l'autre côté. Je dis un peu la même chose par rapport aux ZEREP. Parce que c'est pareil, on s'amuse tellement que après revenir à des choses où tu t'emmerdes, quoi, en répétition, je peux plus le faire du tout. Voilà. Eh bien justement, ensuite vous démarrez une collaboration fidèle avec le ZEREP, la compagnie de Sophie Pérez et Xavier Boussiran. Bon, je crois comprendre que du coup l'humour, ou en tout cas la passion à partager tout en vivant une ambiance sympathique est importante désormais pour vous. Mais qu'est-ce que vous aimez quand même dans l'univers du ZEREP que vous ne trouvez pas ailleurs ? Ce qui poursuivra peut-être ce que vous étiez en train de dire. Ah bah ça va poursuivre complètement ce que j'étais en train de dire parce que... Alors le ZEREP c'est aussi maintenant une histoire d'amitié. Moi c'est mes amis en fait. Sophie Pérez, Sophie Lenoir, Stéphane Roger, enfin Gilles, Françoise, enfin bref, pour moi c'est comme une petite famille quoi. Donc bon déjà ça. Et puis... Ouais, c'est un drôle de truc, un drôle de rythme. Des fois, on peut, quand on part en résidence, travailler 1 heure par jour, passer son temps à aller au restaurant. Mais c'est là que se trouvent les idées aussi. Moi, souvent, ça me fait penser à un petit cirque ou un freak show ou un... Enfin, pas le côté monstre, enfin, quoique. Et puis aussi, voilà, au ZEREP, on fait tout ce que... beaucoup de choses qu'on ne fait pas ailleurs. Enfin, évidemment... Enfin, je sais pas, moi j'ai fait la trisomique, j'ai adoré faire ça, j'aurais jamais pu faire ça ailleurs. Gareth, elle s'appelait. Ou quand on a fait Oncle Gourdin, faire des nains dans la forêt, qui passent une demi-heure à faire du bricolage. Moi, ça me rend dingue, en fait. C'est ce que je préfère... Enfin, c'est pas ce que je préfère faire le ZEREP, mais ce truc... Enfin, pour moi, l'idée que pendant une demi-heure, il y a des gens qui vont nous regarder alors qu'on a des grosses têtes de lutins et que moi, je suis en train de débiter à la hache une armoire normande, bah, ça me rend dingue. Alors, je saurais pas pourquoi. Je saurais pas comment vous expliquer ça. J'aime bien voir les gens qui sont un peu consternés. T'as l'impression de faire une grosse bêtise, en fait. Et c'est trop bien. Voilà, et souvent, on se dit, mais on est payé pour faire ça, quoi. C'est quand même génial. Quelle chance on a, quoi. Voilà, et c'est vrai que Sophie, elle crée les conditions de ça. C'est dur, hein, de tenir un travail comme ça, surtout... c'est de plus en plus dur, hein. En plus, vu le contexte de la politique culturelle aujourd'hui, c'est pas des compagnies comme ça qu'on a envie de voir, enfin qu'on a envie de voir les gens qui dirigent. Et pourtant,
c'est de salut public, moi, je pense. Ouais, c'est la liberté, c'est... Puis alors après, il y a les détails, il y a les costumes, la scéno, les masques, les perruques, et puis la musique de Xavier, et puis ce que Sophie elle a dans la tête, enfin voilà. Et puis j'adore les acteurs, Stéphane et Sophie, j'adore travailler avec eux, Gilles. Alors, quand je dis qu'on rit beaucoup, c'est pas... On est très sérieux, hein, attention, hein. Tout ça est fait très sérieusement, c'est faire de la connerie très sérieusement, voilà. Et la fidélité dans le temps, ça permet d'aller encore plus loin dans cette folie permise ou ces cadres qu'on éclate. Qu'est-ce que ça donne, cette fidélité ? Bah déjà, moi, j'aime bien, une fois que j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'aime bien travailler tout le temps avec. Déjà, bon, j'ai ce truc-là. Je vois pas trop l'intérêt d'aller voir ailleurs, je sais pas comment dire. J'aime bien bien connaître les gens, parce qu'après, voilà, il y a évidemment moins de barrières, on est plus à l'aise. Moi, j'ai pas l'air, mais je suis presque un peu timide, c'est peut-être pas le mot, mais ça met du temps, je trouve, à connaître les gens, et c'est vrai que quand c'est des collaborations longues comme ça, je sais pas, ouais, on trouve d'autres choses. C'est hyper précieux, quoi. Mais aussi bien avec Jonathan qu'avec Boris, qu'avec Yves Noël, qu'avec... Moi, j'aime bien travailler longtemps avec les mêmes personnes. Ça, c'est sûr. Alors justement, avant de parler des autres collaborations, je crois que Sophie Pérez a une vraie question pour vous cette fois-ci. Ah ! Salut ma Marlène, j'espère que tu vas bien. Alors, écoute, j'ai 2 petits trucs pour toi. J'ai d'abord une citation de Stephen King, que j'aime beaucoup en ce moment, qui dit « J'ai fait de mon mieux pour vous faire peur, c'est un sale boulot, mais quelqu'un doit le faire. » Donc, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et le dernier truc, donc notre fameux jeu. Donc, un dîner, une nuit d'amour et le petit-déj. Et donc, tu dois choisir... et t'es obligé de choisir entre Stanislas Nordet et Jean-Michel Ribes. Je t'embrasse, Marlène. Good luck. Bon. C'est pas vrai. Alors, d'abord, cette citation de Stephen King, et puis, voilà, visiblement un choix difficile à faire. C'est un jeu auquel on joue beaucoup en voiture. Alors, Stephen King. Moi, j'adore Stephen King, c'est une de mes bases de psyché, je dirais, Stephen King. J'ai lu ça très jeune, et puis j'adore. Et puis moi, les films d'horreur, c'est complètement ma came. Je suis abonnée à Mad Movies. Enfin voilà, donc Stephen King, il dit ça, il a raison. Et puis lui, ça lui a très très bien réussi. Hein, donc voilà, qu'est-ce que je pense de ça ? C'est ce que je disais avant, c'est-à-dire que ce que propose le ZEREP, c'est vraiment... moi, je trouve ça salutaire. Il faut absolument que ça perdure parce que personne d'autre fait ça, quoi. Moi, je trouve que ça fait du bien de voir des gens qui font des trucs pareils sur scène, ça libère quelque chose. Souvent, dans les spectacles du ZEREP, les spectateurs, ils ont un rire que moi, j'entends nulle part ailleurs. Vraiment un rire de fou, quoi. Un rire. Les gens qui aiment, parce qu'évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas, ce qui est normal et bien. Mais des fois, t'as l'impression que les gens, ça fait des grimaces, quoi, tellement ça les rend dingos. De voir Stéphane qui se met du talc sur les fesses en jouant du piano, c'est tellement absurde et jouissif qu'il faut que ça continue. Et surtout, le ZEREP, à la différence d'autres, n'est pas, moi je trouve, n'est pas une compagnie qui se fout de la gueule du monde. Voilà, bien au contraire. C'est une compagnie qui aime beaucoup le monde. Alors ensuite, le choix. Alors c'est un peu dégueulasse, je trouve, comme... Elle est con. Putain, j'ai du mal là. Merde. Visiblement, il faut choisir la formule entière quand même. C'est ça le problème, parce que ça dépend. Si tu veux, pour une nuit d'amour, évidemment, tu te dis, bon, Stanislas Nordet, c'est quand même mieux. Mais après, il faut l'écouter parler, quoi. Donc c'est un peu... C'est chiant. Je vais dire Jean-Michel Ribes en espérant qu'il s'endorme vite. Sans transition. Je n'ai aucune transition pour la suite. Merci Sophie. Mais en tout cas, pour vous, la suite était avec Boris Charmatz. Oui.
Vous venez à la danse grâce à sa proposition, d'abord pour sa pièce Manger, ensuite 20 danseurs pour le XXe siècle, puis Danse de nuit, puis 10 000 gestes, puis La Ruée. Encore une collaboration fidèle donc, qui dure, et c'est important du coup pour vous, j'imagine, comme vous le disiez avant, de garder cette fidélité dans la collaboration, mais surtout, ma question, l'aller-retour permanent entre la danse et le théâtre, comment votre pratique de danse nourrit celle du théâtre, et puis vice-versa, qu'est-ce que ça vous apporte, et la danse, qu'est-ce que ça a venu dire ou libérer ou... Ah bah alors, moi, la rencontre avec le monde de la danse, c'est un cadeau incroyable. J'adore être avec les danseurs, j'adore travailler avec les danseurs. D'ailleurs, dans les pièces qu'on fait avec Jonathan, on engage quasiment que des danseurs parce que j'adore leur rapport au travail. Vraiment. Je sais pas, un engagement... au-delà du physique, c'est plus simple. Et puis les gens, ils sont là pour bosser, quoi. Et vraiment. Donc voilà, moi, c'est ça, en fait, que j'ai rencontré. Surtout, je dirais que Danse de nuit, c'est vraiment la pièce... bon, j'en parle souvent, mais... Je m'en souviendrai sur mon lit de mort, ça c'est sûr. Parce que c'était une pièce incroyable à faire. Et j'ai rencontré des amis aussi, des amis très chers, comme Christophe Yves, ou Ashley Chen, ou Peggy, Grelat, ou Jolie. Enfin bref, je dirais même presque toute la troupe que j'ai rencontrée pour Manger. Moi j'avais très peur, je suis arrivée là-dedans pensant pas du tout faire une pièce de danse. Moi je me disais, il me prend moi, donc c'est pour un... J'imagine que je vais faire l'actrice dans la pièce de danse. Et puis ça m'allait très bien. Et pas du tout, en fait. J'étais là pour faire comme les autres. Sauf que j'étais entourée de Marc Lorimer, qui vient de chez Karsmaker. C'était que des danseurs de dingue. Ashley, qui a fait beaucoup Cunningham. Enfin bref, c'était de toute façon, je vais pas dire tout le monde. C'était que des danseurs émérites. Asha Thomas, qui a fait beaucoup Alvin Ailey. Enfin, bon, voilà. Et donc moi je suis arrivée là-dedans en me disant waouh, ça va être horrible. La première semaine ça a été affreux parce que j'avais honte, quoi. Je me disais mais j'ai l'air d'une grosse patate, enfin bon, bref. Et puis ils ont été tellement je sais pas, les gens, pour moi les gens sont très importants, hein, comme vous l'avez sans doute compris. Comment ça se passe entre les gens, si on s'entend bien. J'ai vachement de mal je résiste pas du tout moi quand il y a des salades, quand il y a une ambiance très... que les gens se tirent dans les pattes, tout ça, c'est pas du tout, j'y arrive pas du tout, moi, ça, c'est pas du tout mon truc. Et là, vraiment, je me disais, putain, je suis la plus nulle, et tout le monde m'aide... Donc voilà, je me suis un peu accrochée en me disant, bon, allez, tu vas y arriver. Donc Manger, c'était dur, cette pièce, oh là là. Mais je voyais que tout le monde en chiait, donc je me disais, bon, ça va, je suis pas... non plus tant à la ramasse que ça. Et puis, moi, la danse, ça m'a fait vivre des trucs que j'ai jamais vécu au théâtre, c'est-à-dire dans Danse de nuit, mais dans Manger aussi, ce truc de... Vraiment, t'as l'impression d'être comme un animal. T'es dans une situation pas possible. On mangeait ses feuilles, c'était horrible. Et en même temps, tu sais où sont tous les autres. Ça, c'est un drôle de truc, quoi. Danse de nuit, on l'a joué, je me souviens notamment d'une représentation à Athènes, sur une place dégueulasse. Enfin, non, mais c'était... On se roule par terre et tout. Bon, bref, il y avait, je dirais, 600 personnes. On est 6. Et ben, je savais où étaient tous les autres. Je ne sais pas comment expliquer ce truc. C'est très mystérieux, hein. Ça a l'air un peu mystique, ce que je raconte. Alors que c'est pas du tout ma façon de voir le monde. Mais j'avoue que, surtout dans les spectacles de danse, j'ai vachement ressenti ce truc-là, en fait, par rapport aux autres, d'animal. Et c'est très agréable. Et j'avais une confiance totale dans mes partenaires, dans Boris. C'est super agréable, en fait. Puis de toute façon, je pense que tu peux pas faire ce qu'il demande de faire. Boris, c'est très dur quand même, hein. Je pense que n'importe quel danseur de Boris vous le dira. C'est vraiment physiquement... c'est un truc de ouf, quoi. Quand c'était dehors, Danse de nuit, oh là là, on jouait sous la pluie, sous la neige... C'était incroyable cette pièce, parce que vraiment avant de la faire, on se disait oh là là, putain, fais chier, ça va être horrible. Et puis en fait, à la fin, elle est tellement... c'est gratifiant à jouer. Tu te dis, ah, là j'ai fait un truc. Tu le fais parce que c'est super, quoi. T'as besoin de sortir de toi-même... Et puis d'être dans un groupe très fort, quoi. Alors, il semblerait que vous ayez une très bonne mémoire. Et Boris Charmat, qui se trouve à la gare de Bruxelles en direction d'Amiens, où il doit danser son solo Somnol, a besoin de vous, je crois. Hello Marlène, oui, excuse-moi, j'ai un petit souci. Je me souviens plus du tout du début du texte.
de Starfucker de Tim Mitchell. Et toi qui as une bonne mémoire, tu peux me le refaire, le début, là, tu t'en souviens ? Alors en plus du texte, il nous faut un peu de contexte là. Oh là là. Le début, c'est Sylvester Stallone et Bruce Willis prennent une douche ensemble. Gene Hackman recharge une arme. Oh putain, le salopard. Sigourney Weaver avec le pied levé sur le point de le poser sur une marche. Oh putain. Ah non, alors là, ça c'est dégueulasse. Ah non, je m'en souviens pas là. Si je le relis, Enfin, Starfucker, c'est un texte que j'ai appris pour Danse de nuit, donc, qui est un enfer, puisque c'est que, comme vous l'avez entendu, des noms de gens qui font des trucs. Donc c'est un texte de Tim Mitchell, celui qui dirige Force Entertainment, entre autres. Et donc c'était dans Danse de nuit, et j'ai mis un temps à l'apprendre, parce qu'il fallait l'apprendre en français et en anglais. Ça fait 8-9 pages. Ça dure un quart d'heure dans la pièce. Et je parlais hyper vite, blablabla. Il fallait danser en même temps. C'était rien que d'en parler. Ça me fait de la chair de poule. Et alors voilà, je ne suis plus capable. Ah, j'ai honte, je vais aller le chercher là. Faut que je le dise quand même. C'est dégueulasse. Sylvester Stallone et Bruce Willis prennent une douche ensemble. Gene Hackman recharge une arme. Michelle Pfeiffer, le pied levé, sur le point de le poser sur une marche. Tom Cruise sur une table d'opération. La tête de Suzanne Sarandon dans un seau. Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson et Helena Bonham Carter attendent un appel téléphonique. Johnny Depp dans un congélateur. Christina Aguilera prend un Polaroid de sa chatte. Demi-mour par terre. Ah oui, demi-mour on the floor. Sharon Stone arrive 4e dans une course sur 3 tours impliquant de jeunes hommes qui chevauchent des femmes mûres nues. Robert Mitchum dans une situation potentiellement mortelle. Robert Duval pressé de rentrer chez lui. Ronald Reagan dans le bureau ovale. Keira Knightley dans le lit rabattable d'une petite caravane. David Soul en drague. Et ça continue pendant très longtemps. C'est que ça. C'était le souffle, quoi, surtout. Danse de nuit, ça a été un gros travail de ça, de pouvoir... danser comme des oufs, tout en disant un texte. La première, je me souviens toute ma vie, c'était à Genève, pour la bâtie. Et j'avais des sueurs froides. Et alors, c'est ça que m'a appris la danse. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure aussi. C'est que j'étais très hypocondriaque avant. Et alors, tout d'un coup, en faisant ça, c'est tellement pas possible. C'est-à-dire que t'es dans des états, mais les danseurs, ils sont incroyables. C'est des gens qui dansent avec le pied pété, avec enfin... Et donc, j'ai eu plein de merde, pas trop physique encore, un petit peu, mais pendant Danse de nuit, il y a eu des moments, je me disais, je vais m'évanouir pendant, c'est pas possible, quoi. Et en fait, le jour de la première, donc j'étais en nage et tout, j'étais en nage et j'avais froid. Et on finit, je dis à Ashley, à ça, il me dit « Oh, t'as failli tomber dans les pommes, c'est pas grave. » Je me suis dit « Mais il a raison, c'est pas grave, finalement. Si je tombe dans les pommes, ça s'arrête, tant pis. » Et ça m'a vraiment... j'ai appris à ne plus m'écouter trop. Et c'est super agréable. Voilà. Ça enlève beaucoup de stress, je trouve. Parce qu'il y a une conscience qu'on est entouré d'un groupe et qu'on sera pris en charge par le groupe ? Je sais pas. Il y a se faire confiance à son corps, se dire que ça va aller, essayer d'aller plus loin. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi dans la danse, c'est le fait d'être remplaçable. Ça me plaît beaucoup. Je trouve ça hyper chiant, le côté... y a que toi qui peux faire ça. Non, c'est pas vrai, quoi. En fait, tout le monde peut tout faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré dans la danse aussi. Être remplacé, être remplaçable. Et que ça soit pas un problème pour personne. Que ce soit normal, en fait, même. Et je trouve qu'on n'a pas assez ça au théâtre. Moi, j'adore l'idée d'être remplaçable. Vraiment. Je trouve que ça enlève un poids. Ouais, un poids énorme. Et puis, ça enlève un peu de cette espèce de... Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, les mots qui viennent pas tout de suite, de folklore autour de l'acteur. Genre, ah là là, merveilleux, irremplaçable, gna gna gna. C'est pas vrai, quoi. Enfin, au théâtre, c'est rare que les gens soient remplacés. Ou alors, c'est parce que ça se passe mal et qu'ils arrêtent les dates. Mais en danse, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai fait avec Boris et avec d'autres, en fait, hyper vite dans les répètes, il y a des gens qui sont là pour remplacer au cas où. Et c'est tellement bien. Je trouve c'est plus sain. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Moi, je crois que vous avez tous joué le jeu de l'épidémie en justifiant l'existence du sida comme un truc tombé du ciel envoyé par la fatalité pour parachever votre devenir artiste.
Surtout vous, Guibert et Collard, vous avez donné au public ce qu'il attendait. Non pas des séropositifs combattants, revendicatifs et coléreux, mais des créateurs convaincus de l'utilité de leur maladie et prêts à se poser en figure sacrificielle. En 2018, Christophe Honoré, pour qui vous aviez déjà joué dans ses films Les Métamorphoses ou Les Malheurs de Sophie, vous sollicite cette fois pour jouer dans sa pièce Les Idoles, dans laquelle vous incarnez Jacques Demy, nu sous un manteau de fourrure. Une performance qui vous a valu le prix du Syndicat français de la critique en 2019 d'ailleurs. Et en cette saison, c'est avec Le Ciel de Nantes que vous retrouvez Christophe Honoré au théâtre pour jouer cette fois-ci sa grand-mère, dans une pièce plus personnelle, disons. Comment vous faites pour être aussi bien à l'aise dans l'univers du ZEREP que dans l'univers du théâtre, disons, plus formel, plus intime que celui de Christophe Honoré ? Bah, déjà, c'est mon métier, hein, d'être à l'aise sur scène, voilà. Bah, le ZEREP, c'est vraiment une école pour faire tout après, hein. Le seul problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est comme si... on a été trop gâtés, quoi. Donc, après, des fois, quand il faut revenir en arrière, mais ce qui n'est pas le cas avec Christophe. Bah, moi, Christophe, je l'aime comme personne, déjà. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Lui, pour le coup, il fonctionne vraiment aussi comme une famille. C'est quand même toujours les mêmes acteurs. Sur ses films, c'est toujours la même équipe technique depuis des années. Enfin, alors, lui, il a vraiment un côté... c'est pas le même théâtre que le théâtre de Sophie, par exemple, évidemment. Mais en tout cas, il y a vraiment cette histoire de famille, d'être content d'être ensemble, d'aimer être ensemble, de passer du temps ensemble, ce qui est au théâtre évidemment très important parce qu'on passe des années ensemble. Même si on fait qu'un spectacle, les Idoles, on va peut-être le reprendre l'année prochaine, voilà, donc ça fera 4 ans. Donc déjà, c'est bien, c'est déjà mieux de bien s'aimer dans ces cas-là. Et puis, ce que me demande Christophe, c'est pas la même chose. Et en même temps, je crois qu'il se sert aussi de ce que j'ai appris ailleurs, en tout cas en termes de... comment on appelle présence, chétane, je sais pas comment dire, de manière d'être au plateau, en fait. Et que ça lui plaît. Et il m'a jamais demandé d'être autre chose que ça. Ça, c'est sûr. Après, comme c'est pas les mêmes, comme dit Édouard Bond, situations, on fait pas la même chose, quoi, évidemment. Mais moi, j'ai l'impression d'être la même personne. Hein. Enfin, je fais peut-être pas le même travail. Enfin, en tout cas, pas la même forme de théâtre. Mais c'est pas quelqu'un d'autre, hein, ça c'est sûr. Alors maintenant que nous avons fait un grand tour de quasi toutes vos collaborations, est-ce que vous pourriez me dire que sont les escadrons patriotiques unis de la bienheureuse Diana ? Alors, ça, c'est autre chose. Donc, c'est le nom francisé de la troupette, de je sais pas comment appeler ça, du groupe, du duo. Il y en a qui disent duo, mais on est quand même plus nombreux. Donc bon, disons du duo que je forme avec Jonathan Driet depuis maintenant longtemps, 12 ans, je dirais. Ça a commencé en même temps que le ZEREP, c'est simple. Donc le nom vient, en fait c'est en anglais, The United Patriotic Squadrons of Blessed Diana, ça vient d'un livre d'un auteur de science-fiction que j'adore qui s'appelle Michael Moorcock. Et il y a une nouvelle comme ça où il imagine qu'il y a une guerre civile en Angleterre et qu'il y a différents groupes. Il y en a un qui s'appelle The United Patriotic Squadrons of Blessed Diana. Et on a appelé ça comme ça parce que la première performance qu'on a faite était au Ritz. Alors, on trouvait ça marrant de faire un truc sur Diana au Ritz, évidemment, marrant. Bref, passons. Et voilà, donc c'est vraiment mon travail plus personnel que je fais avec Jonathan Driet. Donc Jonathan, il est interprète aussi. Là, on fait tout ce qu'on ne fait pas ailleurs, tout ce qu'on nous demande pas de faire ou qu'on n'a pas le droit de faire, ou que voilà, on fait ensemble. Et bien justement, dans le cadre de UPSBD, pour faire vite du coup, vous avez créé avec votre complice Jonathan Driet moult spectacles au titre très inspirant. Le prix Kadhafi en 2009, Un alligator, 2 alligators, ohé ohé en 2010, Déjà mourir c'est pas facile en 2011, Dormir sommeil profond en 2011 aussi, Fuyant sous la spirale de l'escalier profond en 2013, Reflet de France en 2017, Le sacre du printemps arabe la même année. Et là, vous n'êtes plus simplement du coup interprète pour les autres, mais vous créez votre propre espace de liberté. C'était important à un moment aussi de signer vos propres pièces, et pour y dire quoi du coup ? Alors, c'était important, je ne sais pas, parce que depuis toujours, moi j'avais ce truc de faire des pièces avec mes copains.
Vraiment, depuis que je fais du théâtre. Que ce soit au lycée, à l'école de théâtre, après, j'ai toujours eu ce truc. Pour moi, c'était 2 choses différentes. Il y avait le travail et faire les pièces avec les copains. Bon, on va savoir pourquoi. Bon, bref. Donc, eh bien, avec Jonathan, on a commencé comment expliquer ça ? Alors au début, notre idée c'est qu'on faisait que des pièces de droite. C'était ça le truc. C'était donc on travaillait que avec des textes de droite, dont des discours, des chansons, et on les mélangeait, on les détournait la façon de le dire, tout ça pour en faire un texte de théâtre qui était horrible. Et puis ensuite, on a commencé à force de chercher dans les livres et tout ça, à s'intéresser beaucoup, par exemple, à la France-Afrique, au rapport avec l'Afrique, rapport politique, de domination, etc. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Ça nous a passionnés. Moi, je pense que c'est mon fond. Ça me plaisait beaucoup l'anthropologie, donc c'est ça, j'ai ce goût on passe des heures avec Jonathan, mais des heures à lire tout ce qu'on peut sur les sujets qu'on aborde, voir les films, les machins, aller dans les profondeurs d'Internet. Des fois, c'est super déprimant quand on a fait la pièce sur la France-Afrique, qui était beaucoup sur le Rwanda. C'était... Enfin voilà, au bout d'un moment, tu cherches, tu trouves. Donc voilà, et comment faire pour... pas que ce soit de l'actualité mais du théâtre, que ce soit drôle et pas que sinistre. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à s'autoriser plus de choses. Et puis là, ça fait pas longtemps en fait qu'on se dit bon allez, là on fait des trucs sérieux. Parce qu'on est sérieux, je veux dire avec une vraie production, parce que jusqu'à il y a pas si longtemps, on était très vraiment spectacle de fin d'année, quoi. Alors certes avec un peu de moyens, mais c'est pas un gros mot quand je dis spectacle de fin d'année. Moi j'adore ce truc, passer des heures et des heures à faire quelque chose qui va se jouer que très peu. Par exemple, la pièce qu'on a fait sur Yves Saint-Laurent, Fuyons sous la spirale de l'escalier profond. On a passé des mois à peindre des faux tableaux. Et tous nos copains, en fait, nous en ont peint aussi. Et c'est con, mais cette espèce de dynamique, créer une dynamique autour d'un projet. Du coup, tu te vois vachement, parce que tu te dis, attends, mais alors quel tableau Ça crée des trucs de vie, quoi, en fait, de vie commune, autour d'un projet. Puis le projet est fini, puis après on se quitte, et puis on se retrouve. Et donc, c'est vrai que là, quand c'est Philippe Ken, en fait, qui nous a proposé de faire un projet vraiment avec les moyens de Nanterre et tout ça, on s'est dit, bon là, allez, faut pas qu'on déconne, on fait vraiment un projet béton, quoi. Sexuality is part of our life, and we should not be afraid of it. Oh, I used to love Doggy Chow. I used to love Doggy Chow, too. You can't believe they're trying to sell us this. You never know what's going to become a cult film. For those of us that get it, it can become our religion. This is a role that does not come around that often. It's weird having that protagonist as a character that's so cathartic. I'm Naomi Malone. Nice dress. Thanks to Versace. And the worst picture of the decade is Showgirl. I want to watch this thing over and over and over again. I think we're still talking about Showgirls because we're not done with it. The film that gets reclaimed as a stealth masterpiece. Ouais, Rebecca, c'est Marlène et Jonathan. Je t'appelle parce qu'en fait, on a une super idée. On voudrait faire un solo sur Showgirls de Paul Verhoeven. Donc si t'as pas vu le film en gros, je te fais le pitch. Donc c'est une fille qui est sur le bord de la route, elle fait du stop, elle va à Las Vegas et donc elle voudrait devenir danseuse dans les grands shows de Vegas, dans les casinos, et de devenir en fait la fille qui sort du volcan. Bon, alors évidemment elle arrive à Las Vegas, elle a pas de fric, elle danse dans les bars à putes, voilà, puis alors tous les moyens sont bons, ça parle beaucoup de sexe, d'argent, elle pousse sa copine dans l'escalier, c'est vraiment des filles à poil et des mecs complètement inconsistants.
dans le film, la musique a été faite exprès pour être pourrie par le mec de Eurythmics. C'est une demande de Paul Verhoeven, donc évidemment on a pensé à toi. J'espère que ça te plaira de le faire. Allez, bisous. En 1995, Paul Verhoeven sort le film Showgirls, qui est un échec cuisant, aussi bien critique que public, jusqu'à ruiner la carrière d'Elizabeth Berkley, qui démarrait tout juste, avec ce premier rôle de Naomi Malone, danseuse dans le film. Un film que vous découvrez en 97, alors étudiante en théâtre, un soir avec un camarade de classe. Et c'est un film qui vous a beaucoup hanté, jusqu'à vouloir lui donner une nouvelle vie. Et ce montage sonore est fait d'un extrait de la bande-annonce du documentaire de Jeffrey McCall qui tente une réhabilitation du film, et d'un message vocal que vous avez laissé sur le répondeur de la musicienne Rebecca Warrior pour essayer de la convaincre de vous rejoindre dans un projet qui veut aussi réhabiliter ce film. Pourquoi un film que l'on a traité de lousy à sa sortie, de minable donc, passe au rang du chef-d'œuvre des années après et continue à faire parler de lui? Pourquoi vous avez eu envie de réhabiliter ce film dans votre spectacle Showgirl cette fois? Alors, bon, déjà, ça a été un échec cuisant à sa sortie au cinéma, mais alors ensuite, quand c'est sorti en VHS, c'est devenu un succès énorme. Ils ont gagné énormément d'argent et finalement, Showgirls n'est pas du tout un échec au final, puisque c'était même un énorme succès de VHS. Bon, bref. Passons. Bon, bah moi j'adore ce film depuis toujours, parce que je trouve que c'est un film visuellement brillant, très beau. Ce que j'aime avec ce film, moi, c'est qu'un film qui n'a pas de thèse. C'est-à-dire, il n'y a pas de « ça c'est bien, ça c'est mal, il faut comprendre ci ou ça ». De toute façon, tous les personnages sont merdiques, tout le monde est pourri. Donc, bon, alors, personne ne sera sauvé. Voilà, donc, bon, déjà, moi, ça me plaît beaucoup. Et puis c'est un film on peut se dire qu'il est too much, mais c'est tellement... Franchement, la manière de filmer, mais c'est sublime. C'est très beau, Showgirls, visuellement. Au niveau de la lumière, le cadre, enfin, c'est bon. Moi, je trouve que c'est un objet de cinéma génial. Et alors après, c'est pas tant le film, moi, qui m'intéressait, c'était l'actrice, Elizabeth Berkley, et le sort qui lui a été réservé. Bah, je trouve qu'il parle beaucoup de ce que c'est être une actrice, en fait. Et Showgirls parle beaucoup de ce que c'est être une femme dans l'industrie du divertissement, on va dire. Mais alors, le destin d'Elizabeth Berkley est tout aussi tragique. Je vais pas aller jusque-là, parce qu'elle s'en sort pas si mal. Mais voilà, c'est une fille qui, à 22 ans, n'avait plus de carrière, dont on s'est foutu de la gueule, qui était à poil, elle est à poil pendant le film, vraiment, on voit tout, enfin, et elle est là, et c'est une fille qui a été... elle est bonne actrice, moi je trouve. C'est Verhoeven qui lui a demandé de jouer expressionniste, ce qu'elle fait. C'est-à-dire la fille, elle fait ce qu'on lui demande, et très bien, moi je trouve. Elle est audacieuse, elle est hyper belle, et pour ça... elle a été brûlée vive, quoi, sur la place publique. Le monde entier s'est foutu de sa gueule. Et elle, quand elle en parle aujourd'hui, parce qu'elle n'en a pas parlé pendant des années, elle emploie le mot résilience, qui est certes très très utilisé en ce moment, mais je pense qu'elle l'utilise à bon escient, parce que vraiment, je me dis, mais c'est pas possible, à 22 ballets, tu te dis, ouais... juste avant, Verhoeven avait fait Basic Instinct, donc Sharon Stone est devenue ce qu'est Sharon Stone. Donc elle s'est dit, il va m'arriver la même chose. Et en fait, ça lui a ruiné sa vie, d'actrice en tout cas. Voilà. Donc, et puis les critiques, ce que les gens se sont permis de dire que ses seins jouaient mieux que son visage, ou des choses comme ça. Devant la planète entière, t'es ridiculisée. Enfin, voilà. À mon sens, injustement, parce que je la trouve parfaite. Donc voilà, on voulait parler de ça. Et puis, c'est quoi le bon goût, le mauvais goût ? Il y avait toutes ces questions-là aussi, évidemment. Mais comment ça arrivait pour vous, l'envie et l'idée de l'amener au plateau ? C'est-à-dire que c'est la proposition du coup de Philippe Kahn au moment où il dirigeait encore le théâtre de Nanterre-Amandier, il vous donne une carte blanche et vous, ça match ? Non, alors pas du... en fait, moi, au départ, je voulais le faire pour les 20 danseurs pour le XXe siècle, le programme qu'on fait avec Boris Charmetz dans les musées. Parce que j'en avais marre, je faisais tout le temps la même chose dans les 20 danseurs, et je me disais, j'aimerais bien faire un nouveau truc. Et mon idée, parce que Showgirls, c'est quand même un film culte pour le monde de la danse. Il n'y a pas un danseur qui connaît pas Showgirls, franchement, je vois pas. Hein. En tout cas, de ma génération.
Tout le monde connaît la danse, la fameuse danse dans le volcan. Et donc je m'étais dit, tiens, je vais apprendre tout le film et puis je vais le faire comme ça en une sorte de performance, quoi. Bon, et puis j'ai jamais eu le temps de le faire parce que ça prend un temps de ouf, même si on connaît le film par cœur, en fait. Voilà. Et donc Ken nous a proposé de faire un spectacle avec Jonathan. C'est pas ça qu'on voulait faire au départ, on voulait faire le spectacle qu'on va faire dans 2 ans. Un spectacle où on est 11, qui part de Cats, enfin vraiment rien à voir. Et puis arrive la pandémie, et on se dit non, on va pas y arriver, nous, toute petite structure, à supporter un projet à 11 si on n'est pas sûr de le faire. Enfin, voilà, ça nous paraissait impossible. Et donc, on avait l'idée de Showgirl depuis un moment. Et moi, j'ai dit à Jonathan, pourquoi on ferait pas ça, un solo ? Et c'est parti comme ça, en fait. On en a parlé à Philippe, qui a dit OK. Et voilà. Alors, c'est un solo que vous incarnez seul pendant 1h30, sans jamais sortir du plateau, mais c'est une écriture à plusieurs mains. Vous, votre complice Jonathan Drier, Sophie Pérez que vous retrouvez et qui signe cette sonographie volcanique. Mais comment la collaboration à la musique avec Rebecca Warrior est devenue une évidence pour vous ? Ah ben moi, Rebecca Warrior, on se connaît depuis un petit moment. Et pour moi, c'est la plus grande parolière du 21e siècle. Vraiment, je trouve ses textes, c'est comme des haïkus punk. Je la trouve tellement juste. À chaque fois, c'est sujet, verbe, complément, des rimes pauvres, et pourtant, c'est tout ce qu'il faut dire sur ce qu'elle a envie de dire. Donc, ça me paraissait une évidence, vraiment. Enfin, je voyais pas à qui d'autre demander ça. Et puis, quand on lui en a parlé, elle a tout de suite dit oui en disant que ça la ferait revenir plus à sa période sexy sushi. Parce qu'il y a aussi, dans Showgirls, il y a l'idée du vulgaire, de la vulgarité, du sexe, des trucs très crus, très à plat, comme ça, très... premier degré et 10e degré, mais en même temps, en fait, tous les degrés sur le même plan. Et à part Rebecca Warrior, je voyais vraiment pas qui pouvait faire ça. Et aussi, il fallait quelqu'un qui ait quand même la sensibilité de... c'est quand même des histoires de femmes, dont une qui se fait violer, et de femmes qui se détestent et en même temps qui sont très ensemble pour exister. Donc voilà, ça me semblait judicieux. Et d'ailleurs, on n'a pas été déçus parce que... donc elle a dit oui tout de suite. Et ensuite, on a écrit... en fait, ça s'est fait vraiment par ping-pong. Elle écrivait des musiques, et puis nous, on écrivait des paroles, et puis on lui renvoyait un texte, et puis elle nous renvoyait une chanson faite, qui avait peut-être souvent rien à voir avec ce qu'on avait écrit, mais qui était encore mieux. Enfin voilà, on a vraiment travaillé comme ça, en fait. On s'est vu plusieurs fois. D'ailleurs, même le texte, il est écrit comme ça en rime pauvre aussi. Ça, c'est important pour vous de garder cette touche-là, même dans le texte joué. Oui, alors ça, c'est venu... J'ai honte un peu aujourd'hui. Non, faut pas. Alors, donc, pendant le confinement... comment dire ? On voulait pas... vraiment, pendant des jours et des jours, on s'est posé la question de comment faire pour faire un spectacle sur un film... sans être pédagogique, sans raconter le film, parce que on s'en fout un peu, autant regarder le film. Hein. Comment faire, quoi ? Comment prendre ce truc ? Donc on a essayé la version que je voulais faire pour les 20 danseurs, c'est-à-dire faire tous les personnages, etc. Bon, c'était super formel, ça aurait pu être un truc pour une perf, mais bon, c'était un peu chiant pour un spectacle. Bon, alors on a commencé à tout tourner dans la tête. Et puis pendant le confinement, je suis allée rendre visite à mon voisin du 3e, qui s'appelle Martine, qui est colombien, qui est très féru de rap, tout ça, machin, pour prendre un apéro. Et puis je sais pas pourquoi on parle de rap quand ça devient drôle, tout ça. Puis il me dit, mais tu connais pas Trapped in the Closet de R. Kelly. R. Kelly, donc, qui vient de se faire... emprisonné pour viol de mineur, hein, donc c'est bon. Mais bon, ça vient de lui, je suis obligée de le dire. R. Kelly. Donc je ne connaissais pas. Et donc je découvre ce film qui dure à peu près 3-4 heures, qui est fait en clip de 3 à 4 minutes chacun, il y en a une 40aine. Et donc c'est toujours la même boucle de R&B pourri, et c'est R. Kelly qui est dans une espèce de telenovelas, je dirais. Et donc il y a des acteurs, mais qui font tous du playback, et ils chantent tous les rôles. En disant je suis là, il dit, elle dit, je pense ci, je pense ça. Et je me suis dit, putain, c'est ça qu'il faut faire. Quelle idée géniale. En fait, il faut être dans le film et dire, voilà, donc là, il y a machin qui dit ça, Puis là, il y a le réalisateur qui parle.
Et donc, du coup, on a écrit un texte, et tout est rimé dans Trapped in the Closet. Et on a tout écrit en quatrains de décasyllabes rimés. Oui, bon, ça fait un peu les sonnets de Shakespeare, bon, bah, sauf que... Mais alors, donc, Rebecca nous dit vraiment des rimes pauvres, hein, c'est ce qui marche le mieux. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis, c'est vrai que c'est ce qui marche le mieux. Donc, ça donne un côté un peu... Ça peut être assommant, et en même temps, ça a son petit charme. Alors, je raconte pas tout le film, parce que sinon, ça aurait duré 18 heures, hein, le truc. Alors, même si c'est à la mode, les spectacles longs, on va peut-être pas déconner. Mais il y a au moins, je dirais, 4 scènes qui sont racontées comme ça, ouais. Vous avez sorti un EP en amont, donc fait de musique du spectacle, mais ce que j'ai appris, c'est que vous vouliez que les spectateurs connaissent par cœur certaines chansons du spectacle pour qu'ils les chantent avec vous. C'est faux, c'est vrai? Bah, non, on a eu l'idée à un moment de faire le spectacle, que les gens soient debout, qu'ils puissent danser. Mais alors, avec le Covid, c'est impossible pour le moment. Moi, j'aimerais bien tenter ça, ouais, pour vraiment désacraliser complètement ce truc, parce que il faut dire, alors ça dépend des endroits où on joue, mais il y a des endroits où les gens sont comme ça, bougent comme ça, pendant 1h15, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, j'ai pas non plus envie d'être un tyran et de forcer les gens à rester assis, parce que c'est de la musique pour danser, quand même, du début à la fin. C'est 1h30 de techno pour danser. En tout cas, il y a au moins sur 1h30... 1h10 qui est comme ça, quoi. Donc voilà, et puis oui, bah on se dit... En fait, on a joué à Toulouse, on a eu des drag queens dans la salle. C'était génial. C'était l'anniversaire d'une des drags, et donc elles sont venues, elles étaient 6, je dirais. Donc en drague. Et elles connaissaient le film par cœur. Et donc, j'avais l'impression de faire le Rocky Horror Picture Show. C'était génial. Elles hurlaient quand il y avait des références au film, parce qu'il n'y en a pas tout le temps, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont vu la pièce sans avoir vu le film, et ça pose aucun problème. Mais qui ont envie de voir le film, par contre, après. Mais c'est vraiment une pièce qui suffit à elle-même. Mais alors, les gens qui connaissent, évidemment, et qui adorent le film sont... hyper content, et donc notamment ce soir-là, elle disait des trucs en même temps que moi, des fois on se disait non mais c'est pas vrai, et du coup on s'est dit ce serait tellement drôle que les gens connaissent les chansons. Voilà, c'est vraiment le côté, c'est rajouter encore un peu de plaisir à la faire, parce qu'il y a vraiment une communauté de gens qui sont fanissimes de Showgirls. Alors je suis très contente parce qu'ils sont pas déçus de notre spectacle, qui pourtant n'est pas du tout Showgirls sur scène, hein, pas du tout. Donc je me dis que là on a sans doute réussi un truc, ce qui est quand même cool. Mais oui, s'il y a des gens qui connaissent les paroles, ça va être d'autant plus drôle. Je voudrais terminer avec un son pour introduire une autre dimension à vos créations et à votre travail. L'atelier de recherche chorégraphique de l'Université de Poitiers existe depuis fin 90, donc depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est un atelier qui est proposé à tous les étudiants de l'Université de Poitiers afin de pratiquer, d'expérimenter un processus de création autour de la danse, du corps, et notamment un atelier dans lequel des artistes sont présents dans le cadre d'une résidence d'artistes en lien avec la scène nationale, le TAP de Poitiers, mais aussi le centre de Beaulieu. Et ce travail toute l'année donne lieu à une pièce, à une représentation qui est présentée chaque année dans le cadre du Festival Accord. La pièce s'appellera Castor, puisque tout est fini. Alors Castor, c'est une petite fable animalière, donc c'est la vie d'une petite communauté de castors qui sont des animaux très travailleurs et qui ont parfois beaucoup de problèmes avec le voisinage lorsqu'ils sont réintroduits dans certaines régions. Et donc il y a beaucoup de conseils de quartiers qui discutent de la réintroduction des castors. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Donc nous, on fait un ballet de castors qui dansent du Bobfoss sur du Stockhausen. C'était quoi ce projet de ballet qui danse du Bobfoss sur du Stockhausen, Marlène? Ah, mais c'est un projet merveilleux qu'on a fait avec des étudiants qui sont devenus maintenant pour la plupart de jeunes interprètes au TAP de Poitiers, comme l'a si bien expliqué Isabelle, qui est une femme merveilleuse à qui il faudrait ériger une statue. Ou au moins donner le nom d'une rue à Poitiers, je pense. Et ben voilà, ils étaient 22, et puis c'est devenu un spectacle parce qu'en fait, quand on a fait Castor,
On se disait, c'est pas possible, il est super ce spectacle, il faudrait qu'on le rejoue, nanana. Et on a eu l'idée de demander à Yael Bourges et Michael Filippo, qui s'étaient occupés de ce groupe-là les années précédentes, et de faire un triptyque, qui est donc devenu 22 castors front contre front. Ah bah c'est un projet génial, parce que déjà le fait d'être avec d'autres chorégraphes, c'est merveilleux, parce que tu partages tout. On rit beaucoup, hein, comme j'aime. On rit comme j'aime. Alors, moi, ça fait pas longtemps, mais c'est devenu un vrai truc de travailler avec la jeunesse, tout ça, ça m'obsède un peu en ce moment. La pédagogie, j'ai été jurée au concours d'entrée du Théâtre du Nord, et ça m'a fait un déclic, je me suis dit, on ne peut plus laisser l'enseignement des jeunes acteurs à toujours les mêmes, quoi. Ça suffit, quoi. Voilà. Donc j'ai décidé cette année et les années suivantes de faire plus ça parce que voilà, c'est important, je crois. Et donc nos castors, ils dansent bien, hein, ils ont leur petit masque de castor. Et moi, c'est un projet, chaque fois que je le vois, je pleure, hein, parce que ça m'émeut beaucoup de les voir. Mais Jonathan a très bien décrit. On fait souvent, on est un peu La Fontaine, on aime beaucoup les choses animalières, beaucoup. Et bien justement, Jonathan, pour vraiment terminer notre échange, je crois que votre complice a une question pour vous. Oui, alors Marlène, j'ai une question pour toi. Si t'aimes pas mes fesses, va voir Macbeth. Si t'aimes pas mon cul, va voir... Alors, il y avait aussi What Time Is It and Where Is Timmy, et aussi Où est passé le dentifrice. Vous nous expliquez, s'il vous plaît. Bah, je commence par quoi ? Alors, Où est passé le dentifrice ? Ça vient d'un homme que j'ai découvert à la télévision lors d'une émission qui s'intitule La France a un incroyable talent, que j'adore. Et donc, c'est un artiste qui s'appelle Louise de Belleville, qui a fait une performance, je pense qu'on peut le dire, qu'il appelle des Poétoum. Et je sais pas, ça m'a fait tomber de mon canapé tellement ça m'a fait rire. Je me suis dit, il faut que je l'engage, faut qu'on l'engage dans une pièce. On a failli engager une fois un hypnotiseur d'incroyable talent aussi. Et il hurlait à la fin, « Où est passé le dentifrice ?» Et je trouvais ça tellement drôle, hein, tellement drôle. Voilà. What Time Is It, Where Is Timmy, c'est le thème d'improvisation que nous avait envoyé David Lynch quand on a fait cette pièce qui s'appelait La Coupe Brousse, avec notamment Jonathan Capdevielle. C'était une pièce donc c'était un match d'improvisation vraiment à l'ancienne, avec les règles québécoises du match d'improvisation, et qui se finissait par un cabaret. C'était sur le rire, quoi. Donc on faisait des imitations, il y avait des sketchs, il y avait des femmes nues, tout ça, quoi. Et donc tout le truc, c'était que moi je passais mon temps à écrire des mails et des lettres pas possibles à des artistes qu'on aimait bien pour qu'ils nous envoient des thèmes d'improvisation. Et donc David Lynch nous a envoyé What Time Is It, et puis après il a renvoyé un mail en disant non, What Time Is It and Where Is Timmy. Et c'était très amusant à faire, mais surtout les gens ne croient pas que c'est le vrai David Lynch ou John Waters, ou je me suis fait chier pendant des mois à avoir les vrais trucs, et quand tu le dis, les gens font « Ah, elle est bonne celle-là !» Parce que c'est vrai que les thèmes qu'ils nous ont envoyés, c'est comme des caricatures d'eux-mêmes. Hein. C'est génial. John Waters, c'était Damage Self-Esteem. Enfin, c'est-à-dire que tu peux même pas l'inventer, en fait. C'est tellement... évidemment qu'il envoie ça. Tu vois. Et donc, voilà, on a fait ça plusieurs fois, 4-5 fois, je dirais. Et à chaque fois... on avait les thèmes, les gens faisaient « Ah, c'est drôle, mais c'est pas les vrais. » Putain, je me suis fait chier pendant des mois à faire ça. Bon, voilà. Et donc, si t'aimes pas mes fesses, va voir Macbeth. Si t'aimes pas mon cul, va voir... Oh, faut que je réfléchisse. Hein. Faut que je trouve une pièce qui finit en U. Un truc avec rue. Un truc avec... C'est la fin de Showgirl. On a fait il y a toute une chanson comme ça. Et on a fait... Si je dis trop de conneries, va voir Iphigénie. Si tu t'en bats les steaks, va voir Wojciech. Enfin, voilà. Et on en a fait 10 pages comme ça. Mais en U, peut-être on n'a jamais trouvé. Et là, il est salopard parce que... il vous coince. Il me coince, ouais. Ça me vient pas là tout de suite. Je suis désolée. Merci Marlène. De rien. L'EP de Showgirl est disponible sur Bandcamp. Guettez les dates de la tournée des projets de Marlène Saldana, vous ne serez pas déçus. Voilà, je pense que tout
Pays. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute.